C'est l'heure du journal. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue. Les titres du journal. Processus électoral. La haute autorité de la communication salue le travail des professionnels des médias. Une reconnaissance particulière est adressée à la RTG pour la qualité de sa prestation. École doctorale de l'ISAB de Farana, intensification des échanges scientifiques, une rencontre de haut niveau marquée par la participation d'experts venus du Burkina Faso et du Bénin. Le débat porte sur le génie rural et les systèmes pastoraux. Parmi les symboles les plus marquants de l'indépendance de la Guinée figure en bonne place l'imprimerie Patrice Lumumba. Malheureusement, c'est la descente aux enfers pour ce patrimoine historique. À suivre en fin de journal. Processus électoral. Le travail des professionnels des médias est salué par la haute autorité de la communication, je vous le disais à l'entame. Des hommages particuliers sont rendus à la RTG pour la qualité de sa prestation. Séance tenante, l'organe de régulation invite les hommes de médias à poursuivre leur mission dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Mamadou Saliouba. Au palais historique du 25 août, ces professionnels de l'information, des médias publics et privés se retrouvent autour des commissaires de la haute autorité de la communication. Une rencontre empreinte de convivialité pour célébrer le travail professionnel effectué par les hommes des médias durant la campagne électorale, mais aussi le jour des scrutins. En première ligne de la campagne médiatique, la radiodiffusion-télévision guinéenne a son actif 9 équipes multimédia affectées aux différents candidats à la présidentielle, la production et la diffusion des journaux de campagne, ainsi que d'autres émissions spéciales pour offrir aux citoyens une information équilibrée et accessible. La presse a joué un rôle central dans la préservation de la paix et dans le maintien de la stabilité. Je m'arrête un instant pour saluer le courage et le professionnalisme dont les membres de ces équipes multimédia ont fait montre. C'est un exemple qu'il faut saluer. Je voudrais remercier personnellement la directrice générale de la radio-télévision guinéenne qui a su constituer ces équipes de professionnels expérimentés et qui ont fait un travail remarquable. Au dire de la haute autorité de la communication, la presse guinéenne a fait preuve de professionnalisme tout au long du processus électoral. Aux côtés de la RTG, d'autres médias de service public, comme le quotidien national Oroya, l'agence guinéenne de presse, la radio rurale de Guinée, sont célébrés, tout comme les médias privés. Informer avec rigueur, donner la parole aux différents acteurs, éclairer le citoyen, lutter contre la désinformation et préserver la paix sociale sont autant de missions essentielles que nous avons assumées avec professionnalisme, engagement et sens de l'éthique. Cette cérémonie se veut un témoignage de gratitude, mais aussi d'encouragement à poursuivre avec la même détermination notre mission au service de la vérité, de la paix et de l'intérêt général des Guinéens. Je suis convaincu que les efforts déployés par l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, ainsi que les médias de service public, ont contribué à informer les citoyens et à promouvoir une participation active à la vie politique à travers le vote. Cette rencontre à l'allure de bilan de la couverture médiatique du processus électoral était aussi une occasion pour encourager la responsabilité et l'éthique dans l'exercice de la profession de journaliste. Dans la localité de Oudumakoro, nous sommes en Haute-Guinée. L'unique poste de santé manque presque de tout. Pas de médicaments ni d'équipements adéquats. Que dire alors des personnels soignants? Malgré son insuffisance, l'équipe sur place se bat au quotidien pour sauvegarder la vie des populations. Moussa Komara. Oudumakoro, un des plus gros districts de Kinyéran. Dans ce village,
La santé reste une priorité. Le poste de santé construit pour répondre aux besoins essentiels de la population porte aujourd'hui les marques visibles du temps et de l'usure. Le poste est en matière de dégradation. Il doit y avoir une rénovation du poste. En plus, encore, les intrants ou les matériels qui sont à l'intérieur du poste sont un peu vieillis et nous sommes en manque de certains matériels. Dans ce poste de santé, pas de pharmacie ni de lit adapté, à l'image de ces lits d'accouchement. Ici, lorsqu'un enfant tombe malade ou qu'une femme enceinte a besoin de soins, il faut parcourir des kilomètres, souvent dans des conditions difficiles. Un trajet parfois périlleux qui peut faire toute la différence entre espoir et l'urgence. Notre village est trop grand pour avoir un seul poste de santé. Nous souffrons ici. Pas de médecins qualifiés, ni de médicaments, ni de sages-femmes. Regardez vous-même le poste. Aidez-nous. Ce seul et unique centre de santé sous-équipé a été construit par cet homme en 2012. Pas natif de Oudumakoro, mais son histoire avec le village remonte en 1975, alors envoyé comme membre de la brigade motorisée agricole. À cette date-là, aucune structure de santé n'existait dans le village qui ne comptait que 350 habitants contre 6 000 aujourd'hui. Je me rappelle lorsqu'on est venu au village, la première des choses, dès qu'on a déposé le bagage, le monsieur chez qui je logeais, qui s'occupait, un ancien combattant, qui s'occupait un peu des soins, m'a dit « Ah docteur, ça tombe bien, vous venez arriver, voici 2 jours, il y a une femme ici qui est en travail et qui n'arrive pas à accoucher. » À l'époque, il n'avait pas où les amener. Je vous dis, nous-mêmes, en venant ici, on a mis toute une journée. Et les évacuer, le centre de santé le plus proche, c'était impossible. Alors, je me suis dit, bon, ben, écoutez, on va la voir. On est allé voir cette dame-là. Heureusement, bon, j'ai pu faire accoucher cette dame-là. Les villageois, ils n'en revenaient pas. Donc ça a été bien accueilli. Et du coup, moi, on m'a d'ailleurs désolidarisé complètement des travaux champêtres en disant, ah, le docteur, on va faire pour lui ce que lui doit faire sur le terrain, on va le faire, pourvu qu'il soigne. Donc ils m'ont installé, j'ai commencé tout de suite à soigner la population. À Oudumakoro, redonner vie à ce poste de santé ou construire un centre de santé plus amélioré, c'est offrir à toute une communauté un avenir plus serein et sécurisé. À Oudumakoro, le besoin se fait sentir. On reste à l'intérieur du pays. Une mission du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, même précisément, s'est tenue une importante réunion technique et d'orientation avec les acteurs impliqués dans la construction et le bitumage des axes Mamou-Labé et Mamou-Farana. Au menu, le réaménagement du calendrier des travaux et la mise en place d'une stratégie de suivi rapproché des chantiers. Abdoulaye Arassila, Aboubakar Junior Camara. Dans cette salle, les acteurs impliqués dans le processus de construction et de bitumage de la route Mamou-Labé et Mamou-Farana. Des entreprises, les bureaux de contrôle, l'administration et contrôle des grands projets, le département de tutelle et ses directions sectorielles. Ils sont invités par le ministre des Travaux publics afin d'échanger sur le réaménagement du délai contractuel de ce projet. De 22 mois, le délai est réduit à 15 mois, vu l'urgence que ce projet représente pour l'État. Nous avons eu à lancer ces projets il y a quelques semaines, en arrière, avant les élections. Pour certaines personnes, ce lancement, peut-être c'était la campagne. Et c'est juste aujourd'hui de démontrer que ce n'est pas une affaire de campagne, c'est plutôt de la réalité des faits. Nous sommes en plein axe comme ça de la nouvelle route et vous avez observé que vraiment ça va diminuer beaucoup les tournants qui sont sur la route. Donc ça, c'est vraiment un bon gain. Ça, c'est un projet de qualité et la route va finir dans le délai. Nous avons même discuté le délai ce matin. Nous avons demandé aux entreprises de faire des efforts pour réduire le délai de 24 mois à 15 mois. 150 km entre Mamou-Labé. Aujourd'hui, les travaux de dégagement sont en cours et le ministre exige aux entreprises de travailler 24 heures sur 24 afin de respecter ces 15 mois comme délai contractuel. Les entreprises s'engagent. Il faudrait en ce moment qu'on réadapte les plannings pour pouvoir exécuter les travaux dans un délai de 15 mois. Bon, cela va supposer évidemment des moyens beaucoup plus consistants pour atteindre les rendements évoqués dans ces plannings-là. Et sur ça, quand même, nous allons veiller à ce que ces rendements-là soient atteints.
Les autorités régionales sont mises à contribution pour le suivi rapproché de ces projets de développement. Je vais accompagner les entreprises par rapport à des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, donc avec la population, mais aussi avec la structure pour éviter la lenteur. Les routes Mamou Farana et Mamou Labé constituent aujourd'hui une priorité pour le gouvernement guinéen. Des routes stratégiques qui vont désenclaver plusieurs villes du pays. Et justement, pour la facilitation de la circulation des personnes et de leurs biens dans la préfecture de Mali, un pont de franchissement sera construit sur financement du fonds d'entretien routier. C'est sur la route internationale Mali-Sénégal. Nabila Moussa Kamara, Sarafoudine Diallo. Au rythme du Tabala, autorités administratives et populations locales se sont fortement mobilisées pour le lancement officiel des travaux de construction du pont sur le fleuve Liti d'Idiol. La cérémonie se déroule en présence des responsables du ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Ce pont de 36 mètres linéaires sur 6 mètres de hauteur avec une largeur de 7 mètres est financé à 100% par le fonds d'entretien routier pour un montant TTC de plus de 4 milliards 800 millions de nos francs pour un délai d'exécution de 6 mois. C'est un pont qui a fait tellement de dégâts. Il y a eu des vies humaines qu'on a perdues là-bas. Donc l'État a jugé nécessaire pour pallier à la souffrance de cette population. Donc c'est un pont qui vraiment désenclave 3 des 4 sous-préfectures. À noter que sur ce axe routier, il s'agit du 3e pont réalisé en l'espace de quelques mois par le gouvernement à travers la Direction générale des routes préfectorales. Je voudrais, au nom des populations bénéficiaires, exprimer notre gratitude au gouvernement guinéen sous le leadership éclairé de son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, pour sa vision résolument tournée vers le développement local. C'est des zones de production et qui étaient complètement coupées. Mais aujourd'hui, grâce à la réalisation de cet ouvrage, ces sous-préfectures seront reliées et pourront écouler facilement leurs marchandises et leur bien-être. Et donc, je vais dire que la population est contente pour le président de la République. Située au nord de la Guinée, la préfecture de Mali partage près de 400 km de frontière avec le Mali et le Sénégal. Une véritable zone d'échange transfrontalier qui justifie la construction de tels ouvrages au service du bien-être des usagers et des populations bénéficiaires. Développement local toujours. Cette année, Siguirin souhaite impacter positivement à l'image de 2025, une volonté appréciée par les habitants. Le défi est de renforcer la synergie d'action pour un développement inclusif. Djamokaba. Depuis un an, le plan de développement séduisant de la délégation spéciale de Siguiri continue son petit bonhomme de chemin et change l'image de la ville aurifère. Sur le terrain, la motivation de la municipalité a permis d'enregistrer de belles avancées pour répondre aux attentes de la population. Au total, plus de 4 milliards de francs guinéens ont été investis pour financer plusieurs projets structurants au cours de l'année 2025. Dans la gouvernance locale, il est exigé de partager équitablement les richesses d'une collectivité locale. Ça veut dire que les richesses ne doivent pas appartenir seulement aux citoyens du centre-ville. Nous avons pensé au district de Kissakolin. Le district de Kissakolin, depuis l'indépendance, n'a pas sa toute première salle de classe. Le conseil a décidé de construire 3 salles de classe, la direction, les toilettes, ensuite un forage, pour permettre aux enfants de ce district-là d'avoir accès à une infrastructure scolaire. Au cours de l'année 2025, nous avons également pensé à la construction d'un abattoir dans le secteur Nanamoudoula. C'est-à-dire, nous avons constaté que la santé publique à Siguiri était menacée dans le cadre de la consommation de la viande, parce que nous n'avons pas un espace approprié d'abattage des animaux
destinés à la consommation. Pour améliorer les performances, le président de la délégation spéciale se fait entendre. Les bases d'une nouvelle saison de gouvernance locale sont jetées pour contribuer à l'atteinte de la refondation de l'État. Une aubaine pour les citoyens largement satisfaits du bilan, mais aussi très engagés à apporter leur contribution. Ce bilan est le fruit d'un travail acharné de toute l'équipe communale. Nous avons participé ensemble à l'ensemble des prises de décision. Ça a été un travail d'équipe, des concertations ont été faites chaque fois que des décisions majeures devraient être prises. Aujourd'hui, je remercie Allah. Si Dieu vous donne un bon chef, il faut être fier. Je suis satisfait de leur travail. Avec la vision du président de la délégation spéciale, de nombreux projets se développent à Sigiri. Partout, des chantiers sont ouverts pour réanimer la municipalité. La mise en œuvre de la politique du gouvernement sur le plan local traduit l'engagement de l'équipe de Souleymane Koïta en matière de développement local durable. Pendant ce temps, à Farana, dynamique nouvelle au sein de l'école doctorale de l'ISAV. Il s'agit de l'intensification des échanges scientifiques. On note la participation d'experts venus de Burkina Faso et du Bénin. Le débat porte sur le génie rural et les systèmes pastoraux, des axes importants pour le développement agricole de la sous-région. Ibrahima Oulem Fofana. Nous sommes à l'ISAV de Farana, l'unique institut supérieur agronomique de la Guinée. Aujourd'hui, cet institut supérieur émerge de plus en plus en recherche scientifique grâce à ses partenariats avec certains pays de l'espace CAMES comme le Burkina et le Bénin. Ce cadre de présentation des résultats de recherche avec cet expert de Ouagadougou en génie rural en est une illustration. C'est dans ce domaine qu'on se préoccupe de faire des routes qui ne se déforment pas beaucoup, des barrages en terre qui ne se rompent pas, de construire des maisons en tenant compte quelquefois des savoirs endogènes, des savoirs locaux, de telle sorte que on n'ait pas besoin de faire appel à beaucoup d'électricité. Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres départements qui sont intéressés. Au cours de la deuxième journée de cette série d'activités scientifiques, c'est au tour de l'expert du Bénin. À cette rencontre, les résultats de recherche en systèmes pastoraux, agroforesterie et aménagement forestier sont présentés. Des échanges assez bénéfiques pour les étudiants et encadrants, ainsi qu'à l'école doctorale de l'ISAV de Farana. Je peux rassurer que ce n'est en rien différent de ce que nous observons dans la sous-région et que Farana est très bien inscrit dans le concert des écoles doctorales en sciences agronomiques en Afrique de l'Ouest. L'essentiel des secteurs d'activité de nos doctorants ou même de l'ISAV repose sur les missions de l'ISAV. L'ISAV de Farana a 3 missions. Il s'agit de la formation, de la recherche et du service à la communauté. Alors, puisque notre communauté est purement agro-pastorale, alors toutes nos activités sont agro-pastorales, ce sont des activités du monde rural. Ces 3 jours d'activité sont bouclés par 2 présentations de thèses en doctorat, dont la première sur l'étude de la valorisation des déchets plastiques en briques et pavés écologiques dans la ville de Farana, et la seconde sur la durabilité et de la résilience des exploitations de l'Union des groupements maraîchers, Kankeling et de l'Union Nerika, dans la préfecture de Farana. Au même moment, 2e édition du colloque international Mines et Société, une organisation de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh. Les enseignants chercheurs guinéens et étrangers débattent des enjeux de l'innovation technologique et de l'industrie extractive. Objectif entre autres, renforcer la protection de l'environnement. Younous Atawel Kamara. Innovation technologique et industrie extractive, perspective pour une Afrique durable et compétitive. C'est le thème de cette 2e édition du colloque international Mines et Société qui se tient ici à l'Institut Mines et Géologie de Bokeh. Une rencontre de 3 jours qui regroupe étudiants, enseignants, chercheurs et doctorants guinéens et étrangers. Il s'agit pour ces participants d'échanger sur les défis et les opportunités liées à l'exploitation des ressources minières du pays. Notre institution étant le référent académique dans le domaine des mines et géologie, il est de notre devoir de penser à regrouper des spécialistes pour avoir des bonnes pratiques à travers des discussions scientifiques, à travers les échanges d'expériences
et les recommandations qui vont sortir de ces discussions puissent être pour nous des bases pour la gestion durable de nos ressources. Durant les 3 jours d'intenses travaux, des notions comme la nouvelle technologie d'extraction de la bauxite, la transformation et la protection de l'environnement ont été passées au peigne fin par ces acteurs clés du secteur minier guinéen et étranger. Il est extrêmement important que les Africains que nous sommes nous prenons en charge par rapport à la problématique des mines qui contribue énormément à notre développement, mais aussi qui laisse des traces du point de vue société, ce qui impose forcément une complémentarité de gestion et une implication des acteurs à la base pour que, après ces mines-là, on n'ait pas de problèmes à gérer à long terme. Chez nous, en Guinée, nous avons la bauxite. Le sol guinéen est encore vierge en matière de recherche. Donc, les objectifs de développement durable en tiennent compte. Si le territoire guinéen est connu, il va sans dire qu'on pourra exploiter d'une manière très rationnelle. À l'issue des travaux, quelques recommandations concrètes ont été formulées par les participants. Il s'agit notamment de la promotion d'un dialogue constructif entre les différents acteurs clés du secteur minier, mais aussi la responsabilité sociétale et environnementale dans l'exploitation minière. On reste dans le domaine et on parle de la gestion des ressources minières et environnementales. Un projet s'intéresse à cette problématique. Est-il perçu comme l'une des solutions durables? Pendant ce temps, les résultats sont produits par le coordinateur sortant. Le mérite de ce travail est reconnu. Saint-Martin Fancinadouno. Il fait partie de ces hommes dont le nom se confond avec le service public. Elhadji Souri Kouyaté, administrateur chevronné, technocrative, notamment avec 80 contrats réalisés ou en cours d'exécution, couvrant des domaines clés de la gouvernance minière, à la protection de l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles. Le projet Mines et Environnement est un projet de 65 millions de dollars dont l'exécution a été programmée sur 6 ans. En tant que coordinateur de projet, je suis heureux aujourd'hui de dire que le projet se porte bien. Il a atteint sa vitesse de croisière. Il est sorti des périodes difficiles puisqu'on en a connu au début. Et aujourd'hui, on peut se prévaloir d'un taux de décaissement de plus de 40%, autour de 43%. Et qu'à ce rythme-là, je pense que le projet est bien engagé pour clôturer dans les meilleures conditions possibles. La cérémonie a été également l'occasion d'installer officiellement Oumar Wane, le nouveau coordonnateur du projet. Un projet placé sous tutelle des ministères des Mines, de l'Environnement et du Développement durable pour une enveloppe de 65 millions de dollars, recruté à l'issue d'un processus rigoureux par la Banque mondiale en collaboration avec le comité de pilotage. Oumar Wane hérite d'un projet structuré, opérationnel et porteur de grandes ambitions. Il y a des défis importants. Un des défis est lié d'abord à l'atteinte des résultats. C'est ce qui justifie la création des projets. Ensuite, les résultats, vous devez les produire dans un délai. Ensuite, la qualité. Donc, même si vous produisez les résultats, si les résultats ne répondent pas aux spécifications, aux normes, aux standards, donc ça veut dire que vous êtes passé à côté. Ensuite, les coûts. Donc vous devez faire en sorte que les coûts, il n'y ait pas de dépassement au niveau de la gestion pour que les coûts restent dans le budget initialement prévu. C'est un projet qui continue à avoir des résultats. Il y a 1 an ou 2, on était vraiment à un taux d'exécution du projet très très bas. Mais avec la particularité du coordinateur sortant, M. Kouyaté, sa ténacité, aujourd'hui on a un taux d'exécution très très apprécié. Et Wane, que je connais, il a de l'expérience, qui se met à la disposition de son équipe, comme le ministre l'a dit. Et
vice-versa, que son équipe aussi l'accompagne. Fait marquant de cette cérémonie, la présence du ministre des Mines et de la Géologie, conférant ainsi à l'événement un cachet solennel et une portée historique. Bouna Sylla a salué la qualité du partenariat avec la Banque mondiale et a exhorté la nouvelle coordination à maintenir le cap des résultats obtenus dans un contexte où la bonne gouvernance des ressources naturelles demeure un enjeu majeur pour le pays. Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, implantation des structures à l'intérieur du pays, c'est ce qui se fait maintenant. Première étape, les capitales régionales de la Guinée avec l'identification des sites d'éventabilité et la décharge. Il est essentiellement question d'améliorer le système de collecte des ordures et les conditions de salubrité au sein des collectivités locales. Nabila Moussa Kamara, Sekou Sissoko. La nouvelle équipe dirigeante de l'ANASP est dans une dynamique de planification des actions pour une décentralisation intégrée à l'intérieur du pays. Cette première étape du projet, les capitales régionales de la Guinée seront touchées. Des sites prévus pour la construction des décharges sont à ce jour identifiés afin d'améliorer la gestion des ordures. Ma satisfaction est totale. Quand on parle de commune, il faut parler d'assainissement. Donc, dans une ville comme Kindia, déjà, on a eu la chance d'avoir la première agence d'assainissement dans notre préfecture. Donc, c'est ce qui continue. À chaque occasion, il faut essayer de perfectionner les méthodes pour que l'objectif final soit atteint. L'ANASP a pour vocation non seulement d'accompagner les collectivités locales, mais aussi d'apporter leur expertise en termes de conseils, en termes d'orientation par rapport à de la chaîne de gestion des déchets au niveau régional. La commune de Kindia est confrontée aujourd'hui aux mêmes difficultés qu'on a créées en termes de gestion des déchets. C'est pourquoi l'ANASP a jugé utile de déployer son antenne ici et d'apporter ses soutiens logistiques et ses soutiens opérationnels à la décharge de Kindia. Pour renforcer la nouvelle stratégie de gestion des déchets, cette mission de l'ANASP s'est rendue à la baie pour mettre en place des antennes régionales. Cette démarche qui est entamée, ça va se poursuivre comme ça pour que en quelque sorte, des antennes de l'ANASP soient installées dans les capitales régionales pour pouvoir en quelque sorte faire bénéficier à ces collectivités aussi de l'appui de l'État et des partenaires techniques et financiers dans le cadre de l'amélioration de leur environnement urbain. Le fait aussi de décentraliser l'agence de Conakry jusqu'au niveau de la région administrative de la baie, ça prouve à suffisance que l'État est préoccupé par rapport à ce que nous vivons au sein des différentes communes urbaines de la Guinée. À travers cette démultiplication des activités d'assainissement, la Direction générale de l'ANASP entend dorénavant initier des séances de formation à l'intention de ces antennes. D'autres actions citoyennes seront envisagées afin d'amener les citoyens à une prise de conscience et à un changement de comportement. Son ancrage est lié à celui de l'indépendance de la Guinée, un symbole logé à Koléa, commune de Matam. L'imprimerie Patrice Lumumba, longtemps, elle incarne une histoire fière une Guinée fière de son histoire. Au fil du temps, cette image a fortement dégringolé, laissant place à un patrimoine presque rasé de la carte, ce qui s'apparente à une descente aux enfers. Plus de détails avec Adama Magasuba. Créée en fin d'année 1961 sous la vision du président Ahmed Sékou Touré, l'imprimerie Patrice Lumumba, du nom du premier ministre de la RDC, fut l'un des joyaux du développement intellectuel et éducatif du jeune État guinéen. C'est dans ce complexe que se fabriquaient les manuels scolaires, le journal officiel, les affiches de sensibilisation et les journaux qui accompagnaient la construction de la conscience nationale. Le nom de ce patrimoine résonnait très loin, au-delà des frontières guinéennes. Du Sénégal au Mali, en passant par la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, tous saluaient la qualité de ses impressions et la rigueur de son personnel technique. Oui, effectivement. On envoyait même des cahiers au Libéria, en Sierra Leone et comme ça. Si on donne, on va à un autre, fait qu'on a assez. Il y avait la production, on travaillait matin et soir. Alors, vraiment, le monde, les élèves guinéens n'avaient aucun problème dans ce cadre-là.
C'était donné gratuitement. C'est dommage, ces machines ont été vandalisées. Le premier président de la Guinée, Feu Ahmed Sékou Touré, a voulu tout faire en grand. Il n'a jamais voulu faire des petites choses. C'est pourquoi l'imprimerie était faite pour pouvoir servir toute la sous-région ouest-africaine. Imaginez-vous, les titres et valeurs, ça se faisait là-bas. Les cahiers et enveloppes, ça se faisait à Patrice Lumumba. Le Coran qu'on faisait à Lumumba, c'était la meilleure version du Coran en Afrique de l'Ouest. Et, dites-vous, c'était pas la pagaille, c'était pas géré par n'importe qui. C'était géré par Feu El Hadj Abdraman Kaba, qui était l'imam adjoint de la mosquée Faisal et qui a fait ses hautes études à l'université Al-Azhar en Égypte. Franchement, j'ai le cœur meurtri qu'on me demande aujourd'hui de parler de l'imprimerie Patrice Lumumba. Parce que quand je sais ce que ces travailleurs de l'imprimerie ont fait pour la patrie, qu'ils ont fait pour la nation, pour le pays, pour la grandeur de la Guinée, et que je vois aujourd'hui beaucoup de ces travailleurs qui vivent vraiment d'une manière misérable, ça me donne de la peine au cœur. Fruit de la coopération guinéo-allemande, elle a permis à notre pays d'imprimer de nombreuses revues, des livres, mais aussi des cahiers et documents administratifs officiels. C'est choquant. Et ici, nous sommes devant les ateliers du complexe industriel polygraphique Patrice Lumumba. À l'époque, c'était le plus grand complexe polygraphique de l'Afrique de l'Ouest. Les enseignants, eux, voyaient en cette institution un appui inestimable pour la diffusion des manuels scolaires et des œuvres éducatives. Mais en 1984, après la disparition du président Ahmed Sékou Touré, le destin de ce complexe s'assombrit. Les machines se sont tues, le personnel dispersé et le bâtiment, autrefois bourdonnant d'activité, est devenu un vestige du passé. Mais ils n'ont qu'à penser à nous. Nous avons servi loyalement cet État. Je suis venu à l'imprimerie en 1960, jusqu'à sa fermeture. J'étais à l'imprimerie. Quand ils ont fermé l'imprimerie, 120 000 francs par trimestre, toute hiérarchie confondue. 120 000 francs par trimestre. Après, aujourd'hui, nous sommes à 500 000 francs par personne. Dans ce complexe, le Saint-Courant était souvent produit à la demande des autorités saoudiennes qui appréciaient grandement le produit fini. Il y avait également au sein de cette bâtisse un réfectoire qui servait de salle de spectacle et de répétition des orchestres nationaux et l'ensemble instrumental et choral national dirigé par le charismatique El Hadj Touré Kandia Kouyaté. On avait une salle culturelle. Ça servait de restaurant, ça servait de trucs culturels. Les artistes y venaient, les grands ballets africains qui ont fait la grandeur de la Guinée répétaient là-bas. L'ensemble instrumental qui a fait la grandeur de la Guinée répétait là-bas. À l'heure où la Guinée s'efforce de construire ses fondations économiques et culturelles, la relance de l'imprimerie Patrice Lumumba serait bien plus qu'un simple geste de mémoire. Ce serait un acte de continuité historique, une volonté de redonner à la jeunesse guinéenne les outils du savoir et de la fierté. C'est tout ce qu'on peut espérer. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. On se retrouve à 17h. À très vite.